Imaginez-vous dans une cellule, seul, vous attendez la mort. Jour après jour, vous êtes dans le couloir de la mort. Vous savez que vous êtes innocent, mais personne ne vous croit. Il n'y a aucun témoin fiable, aucune confession crédible, aucune preuve irréfutable contre vous. Pourtant, pour la justice, vous êtes coupable. Votre exécution est programmée. Ce n'est pas le début d'un film, c'est l'histoire vraie de Kirk Bloodworth. Une histoire qui a secoué les fondations de la justice américaine et l'a changée pour toujours. Nous sommes en 1984, dans l'État du Maryland, aux États-Unis. La tranquillité d'une petite communauté est brutalement brisée. Une fillette de 9 ans, Dawn Hamilton, est retrouvée morte. Le crime est d'une violence inouïe et l'onde de choc se propage rapidement. La population est terrifiée et réclame justice. Les médias s'emparent de l'affaire, la pression sur les forces de l'ordre devient immense, il faut un coupable, et vite. La police se met au travail, mais les pistes sont minces. Un portrait robot est diffusé, basé sur le témoignage d'enfants qui auraient aperçu un homme près des lieux du crime. C'est une description vague, un souvenir incertain, mais dans ce climat de panique, c'est suffisant pour lancer la plus grande chasse à l'homme de l'histoire du comté. Un informateur anonyme appelle la police et donne un nom, Kirk Bloodworth. Qui est ce Kirk Bloodworth ? C'est un ancien marine de 22 ans, un pêcheur de crabes sans casier judiciaire. Il est grand, costaud, et il vit à quelques kilomètres de la scène de crime. Quand la police vient le chercher, il coopère pleinement, certain que cette terrible méprise sera vite dissipée. Il n'a rien à se cacher. Mais il a un problème majeur. Il ressemble vaguement au portrait robot, vraiment très vaguement. Peu importe, la machine est lancée et elle ne s'arrêtera plus. Il est placé dans une parade d'identification. Plusieurs témoins l'identifient comme l'homme qu'ils ont vu. Mais leurs identifications ne sont ni fermes ni cohérentes. Un témoin hésite, un autre change sa version. Un troisième se base sur une photo vue dans le journal avant l'identification. Ces détails sont balayés. La police a son suspect, le procureur a son coupable idéal. Kirk Bloodworth est officiellement inculpé de meurtre, au premier degré, d'agression sexuelle et de viol. Son procès s'ouvre dans une atmosphère électrique. L'accusation n'a aucune preuve physique solide à présenter, aucune empreinte digitale, pas d'arme du crime, pas de traces biologiques reliant directement Kirk à la victime. Le dossier repose entièrement sur les témoignages oculaires, qui sont pourtant fragiles et contradictoires. La science médico-légale de l'époque est encore balbutiante et les analyses présentées sont approximatives, voire trompeuses. La défense de Kirk a beau souligner chaque incohérence, chaque doute raisonnable, rien n'y fait. Le jury est sous une pression émotionnelle intense. Face à l'horreur du crime et à la douleur de la famille de la victime, la peur et le désir de vengeance parlent plus fort que la logique et la prudence. Le procureur, dans sa plaidoirie finale, présente Kirk comme un monstre. Le verdict tombe, implacable. Kirk Bloodworth est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Le juge le condamne à la peine capitale. La mort. Kirk est transféré dans le couloir de la mort de la prison du Maryland. À 24 ans, sa vie se résume désormais à une cellule de 2 mètres sur 3. Il est enfermé 23 heures sur 24. Chaque jour qui passe pourrait être le dernier. Chaque bruit dans le couloir, chaque pas de gardien pourrait annoncer son exécution. Il passe son temps à lire, à écrire, à crier son innocence, à quiconque veut bien l'entendre, mais sa voix se perd dans l'indifférence du système. Il fait appel, bien sûr. Sa condamnation à mort est finalement annulée pour une erreur de procédure. Le procureur avait caché des informations qui auraient pu aider sa défense. Un second procès a lieu, et là encore, malgré les mêmes failles dans le dossier, il est reconnu coupable. Cette fois, au lieu de la peine de mort, il est condamné à 2 peines de prison à vie consécutive. Il n'est plus condamné à mourir, mais à disparaître, oublié de tous, dans les limbes du système pénitentiaire. Alors qu'il purge sa peine, Kirk entend parler d'une nouvelle technique révolutionnaire qui commence à faire son chemin dans les tribunaux, l'analyse de l'ADN. C'est une révélation. Il comprend que c'est peut-être sa seule et unique chance. Pour la première fois, une preuve scientifique, objective et irréfutable pourrait parler plus fort que des témoignages humains faillibles. Il se lance alors dans une nouvelle bataille, juridique et administrative, pour que les preuves matérielles du crime, notamment les sous-vêtements de la petite fille sur lesquels du sperme avait été retrouvé, soient testées avec cette nouvelle technologie.
Le chemin est long et semé d'embûches. Les demandes sont refusées, l'administration est lente, les preuves sont difficiles à localiser. Il faut des années de lutte acharnée, menée avec son avocat, pour enfin obtenir l'autorisation. Puis, l'attente insoutenable des résultats. En 1992, le laboratoire envoie ses conclusions. L'ADN retrouvé sur la scène de crime ne correspond pas à celui de Kirk Blodsworth. Il est innocent. C'est un séisme. Le 28 juin 1993, après 8 ans, 11 mois et 19 jours derrière les barreaux, dont 2 ans passés à attendre la mort, Kirk Blodsworth sort de prison en homme libre. Il est le tout premier condamné à mort de l'histoire des États-Unis, à être innocenté grâce à l'ADN. Sa libération est un miracle judiciaire, mais elle expose aussi un échec monumental du système. Pendant près de 9 ans, un homme innocent a été emprisonné pour un crime qu'il n'avait pas commis, pendant que le vrai coupable, lui, était en liberté. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Des années plus tard, en 2003, la base de données ADN nationale permet enfin d'identifier le véritable meurtrier de Don Hamilton, un certain Kimberly Shea Ruffner, un criminel sexuel qui était déjà en prison pour une autre agression. Ruffner a finalement avoué son crime. Justice était enfin rendue, mais avec 20 ans de retard. L'histoire de Kirk Blodsworth est vertigineuse. Il aurait pu être exécuté, légalement, en toute bonne foi, et personne n'aurait jamais connu la vérité. Si cette technologie ADN n'était pas apparue, ou si les preuves avaient été détruites, il serait mort, avec l'étiquette de monstre collée à son nom pour l'éternité. Ce n'est pas la justice qui l'a sauvé, c'est la science arrivée juste à temps, comme une bouée de sauvetage inespérée. Depuis sa libération, Kirk Blodsworth est devenu un militant infatigable contre la peine de mort et pour l'utilisation de l'ADN afin de prévenir les erreurs judiciaires. Son cas a ouvert la voie à la révision de centaines de procès et a permis la libération de nombreux autres innocents. Mais son histoire nous laisse avec une question glaçante. Combien d'autres, avant l'arrivée de l'ADN, n'ont pas eu cette seconde chance ? Combien ont été exécutés en étant innocents ? Car le plus grand danger pour la justice, ce n'est pas toujours la malveillance. Parfois, c'est simplement la certitude aveugle qui refuse de voir le doute. Merci d'avoir suivi cette histoire incroyable. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. À très bientôt.